Aujourd'hui, dans notre épisode, je reçois Claude Mackenzie, CPA, stratège et spécialiste en calcul de coûts de revient. Je sais que vous en avez déjà entendu parler. Restez à l'écoute. On va vous expliquer pourquoi c'est primordial, critique, même dans une stratégie de croissance de nos entreprises aujourd'hui. On va parler des défis et des obstacles que Claude, entre autres, rencontre dans les organisations face au coût de revient, mais surtout les pièges à éviter et comment on peut utiliser le coût de revient comme outil vraiment de stratégie, de croissance et de gestion financière. Vous ne voulez pas manquer ça? Restez à l'écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Claude Mackenzie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bien, merci de m'inviter. Je suis vraiment content d'être là. Claude, t'es invité à titre d'expert, stratège même en calcul de prix de revient. Tu es comptable CPA de formation. Oui. Tu joues dans ce merveilleux monde du coût de revient depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on t'appelle vraiment un expert. Et tu accompagnes des entreprises aussi à travers cet exercice et cette activité depuis un certain temps. Merci d'être là parce qu'on a vraiment beaucoup de questions aujourd'hui à te poser. Le coût de revient, pour commencer. Est-ce qu'on dit le coût ou on dit le prix de revient? Déjà, il faudrait se mettre d'accord sur la terminologie. Y en a-t-il une qui est meilleure que l'autre? Bien, on parle souvent de prix de revient, mais ce qu'on veut établir, c'est le coût. Donc, le bon, ça devrait être le coût de revient plus que le prix de revient. Mais je sais qu'on utilise beaucoup l'expression prix de revient, qui revient à la même chose, là, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais effectivement, ce qu'on veut établir, c'est le coût. OK. Donc, on va utiliser le coût de revient. Et si je me trompe, bien, vous allez me pardonner à l'avance. Donc, le coût de revient, c'est quelque chose que je voulais qu'on aborde parce que ça semble être un mystère pour beaucoup de professionnels de l'approvisionnement. Ça semble être aussi un mystère pour beaucoup de dirigeants d'entreprise. Pourtant, quelque part, ils savent que c'est un incontournable, qu'il faut y aller, qu'on hésite à y aller. Mais déjà, en partant, je te pose la question, qu'est-ce que le coût de revient? Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est constitué? Le coût de revient, c'est surtout pas certaines choses. Okay? Le coût de revient est une science. Okay? Il y a beaucoup de calculs à vouloir venir faire pour pouvoir séparer le coût par produit. C'est surtout pas, exemple, un 20% de frais généraux de fabrication qu'on vient rajouter à nos produits pour plusieurs raisons. Donc, un produit qui prend pas nécessairement beaucoup de coûts ne veut pas nécessairement dire qu'il va prendre uniquement 20% des frais de fabrication. Souvent, ça va être beaucoup plus pour un produit à moins. Donc, quand tu dis que c'est une science, c'est une méthodologie très rigoureuse, est-ce que la plupart des comptables sont habiles, sont à l'aise avec ces éléments de calcul-là? Il n'y a pas beaucoup de spécialistes en coût de revient. Si on prend les bureaux de comptables sont beaucoup plus spécialisés dans la fiscalité, dans les acquisitions, dans les fins d'année, dans les missions d'examen, etc. Mais pas beaucoup de connaissances en coût de revient. Le coût de revient s'apprend en étant sur le plancher. Donc, lorsqu'on est comptable en entreprise, c'est là en étant sur le plancher, qu'on va chercher avec d'autres personnes, avec d'autres spécialités, dont les ingénieurs, les gens de production à l'approvisionnement, va chercher de l'information précieuse pour établir le coût de revient. OK. Et ça c'est une expérience que toi, tu as eue très tôt dans ta carrière, dans ta profession de comptable. Donc, c'est le contact avec le milieu, les opérations, le terrain de l'entreprise, que tu as développé un peu cette fascination par le coût de revient. C'est là que tu as été probablement conscientisé aussi de son importance il y a très longtemps. Exactement. J'ai fait ma carrière en entreprise manufacturière, puis dans le manufacturier, c'est pas nécessairement juste dans le manufacturier, mais dans le manufacturier, le coût de revient est assez complexe à cause de la production, à cause des machines, à cause de plusieurs facteurs. J'ai travaillé, entre autres, pour une entreprise Novatec, pour ne pas la nommer. Oui, nommons-la, c'est une belle entreprise. Qui mettait beaucoup d'emphase sur le
coût. Donc, c'est une des rares entreprises pour lesquelles j'ai travaillé où on établissait les prix. Nous, l'équipe comptable, on arrivait avec l'équipe marketing à établir les prix partant du coût de revient. Donc, à soumettre les prix aux clients ou des propositions aux clients, ça se fait à partir de l'équipe comptable. C'est à partir de l'équipe comptable. Qu'on fournissait l'information à l'équipe marketing et de vente qui, eux, faisaient quand même le prix final, mais ils étaient conscients de la marge par produit. Donc, c'est quelque chose de super important. C'est stratégique, c'est critique. Qu'est-ce qu'on peut inclure dans un coût de revient? C'est sûr qu'il y a des méthodologies puis il y a des méthodes de calcul. On ne va pas nécessairement tout révéler ça. Mais il reste que de quoi est composé un coût de revient dans ces grandes lignes? Dans ces grandes lignes, mais pour une entreprise manufacturière ou une entreprise de biens, on va avoir les coûts de matières premières. Mais lorsqu'on parle de coûts de matières premières, c'est pas uniquement la matière première. On appelle ça le coût en magasin, lorsque le produit arrive en magasin. Donc, il va y avoir une portion de transport, il va y avoir une portion de dédouanement, il va y avoir une portion peut-être d'inspection avant l'arrivée de la matière première en entreprise. Donc, on établit un standard de coût qu'on appelle le coût rendu au magasin. Donc, c'est beaucoup plus que le coût d'approvisionnement. Puis ça, les matières premières, dans un contexte comme celui-là, c'est une grande portion de ce coût-là. Là. Oui, tout à fait. La matière première, c'est normalement la plus élevée. Ensuite, on a la main-d'œuvre, puis finalement, les frais généraux de fabrication. Le grand défi de la majorité des entreprises, c'est de bien séparer les frais indirects. Parce que la matière première et la main-d'œuvre c'est relativement clair, c'est ça. clair, c'est direct par rapport à un produit. On peut calculer le temps qu'on passe sur un produit. On peut calculer la quantité de matière première et le coût de matière première. Donc, c'est des coûts directs. Mais le coût d'assurance, le coût de loyer, le coût de remplacement de l'équipement. Donc, tous ces coûts-là sont des coûts indirects, puis il faut trouver une règle de calcul pour venir attacher le coût de chacun de ces catégories-là sur un produit. Donc, c'est là qu'on arrive avec une notion d'activité. Parce que ce qui déclenche un coût est une activité. Donc, l'activité d'approvisionnement est une activité dans l'entreprise. Oui. Il y a un coût rattaché à ça. Donc, l'approvisionnement est une activité. La réception de marchandises est une activité. La fabrication, ensuite, est une activité. L'assemblage, le sablage, peu importe. Le défi, c'est de venir séparer notre entreprise en activité. Donc, que ce soit au manufacturier, que ce soit en transport, que ce soit en biens ou services ou en service, on a nos cet activités. Exercice-là, on a l'exercice à faire. À segmenter. Mais ça, c'est intéressant parce que tu dis les coûts des matières premières, le coût des indirects. Tu sais, moi, déjà, dans mon esprit, je pense aux professionnels de l'approvisionnement. Ils ont un rôle vraiment très important à jouer là-dedans. Oui, tout à fait. Vraiment apprendre à connaître ses coûts, à les décortiquer. Puis on parle tout le temps de la fameuse notion du coût total de possession. On a fait des sondages dernièrement. C'est pourquoi j'en parle, c'est que c'est un peu inquiétant en même temps. C'est comment le professionnel, par exemple, de l'approvisionnement qui ne maîtrise pas tous ces coûts-là. Puis on pourrait nommer des exemples, mais il y a un prix de produit, mais il y a son transport, effectivement, comme tu l'as dit, son inspection. Il y a toute une panoplie de prix qu'on peut ajouter comme coût. Si on n'a pas la connaissance véritable de ces notions-là, on est empêché de contribuer aussi à l'interne au calcul du coût de revient. Là. Il faut quand même alimenter l'exercice de réflexion avec des coûts qui sont réels. Oui. Donc, il faut aller les chercher, il faut les identifier plutôt que de toutes les mettre dans des bulles. Oui. Donc, il y a une certaine responsabilité là, des professionnels de l'approvisionnement à développer cette connaissance-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est un gros travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Puis j'ajoute aussi que, tu l'as mentionné, dans les indirects, j'ai souvent le commentaire, oui, mais les indirects, c'est pas une très grosse portion de nos coûts, donc on n'a pas nécessairement besoin de s'y attarder. Mais avec ce que tu expliques là, c'est oui, on devrait s'y attarder aussi, on devrait aussi les réduire parce qu'on vient contribuer à un meilleur coût de revient aussi. Oui. Donc, tout le monde a ses efforts à mettre dans cet exercice-là. C'est super intéressant. On va en parler davantage.
Est-ce que, Claude, dans les expériences, dans ce que tu as vu ou ce dont tu as été témoin dans les entreprises, il y a des obstacles à ça? Est-ce que c'est compliqué d'amener les gens à développer une culture de coût de revient? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, qui ont un certain niveau de croissance, sans calculer de coût de revient jamais? Mais c'est-à-dire, oui, je pense que chaque entreprise a une connaissance de leurs coûts, qui n'est pas nécessairement une connaissance précise. On va travailler souvent avec une répartition aléatoire des frais généraux, sans nécessairement aller en profondeur, mais on va avoir quand même une bonne idée. Lorsque l'entreprise fait de l'argent, ne se posera pas énormément de questions pour savoir où est-ce que je fais mon argent versus où est-ce que je ne le fais pas. Une entreprise qui est en augmentation du volume d'affaires, puis qui voit que son pourcentage de bénéfices ne croît pas au même rythme, donc va se questionner. Mais souvent, puis c'est malheureux, souvent on va attendre trop tard. Puis est-ce que tu dirais que dans l'ensemble des entreprises qui ont eu ces problématiques-là, il y a des indices, où il y a eu des signaux qu'on aurait dû reconnaître? Et l'autre question par rapport à ça, c'est est-ce qu'au niveau comptable, parce qu'ils sont pris en charge par est-ce qu'il y a des éléments qu'on aurait pu soulever comme problématiques, qui auraient pu nous indiquer qu'on a vraiment un défi avec le coût de revient, puis que peut-être ça nécessite de le revisiter, là? Oui. Il y a souvent, les entreprises vont vouloir diversifier leur offre. Donc, lorsque c'est un seul produit, c'est quand même assez facile d'établir c'est quoi le coût de ton produit. T'sais, on a eu un cas où est-ce que c'était des stylos, où est-ce que le coût unitaire d'un stylo était de 1 cent. Ça coûtait absolument rien pour faire ce stylo. Mais lorsqu'on a dit qu'on va mettre les bleus, on va mettre les rouges et on va mettre les verts, le coût est passé de 1 cent à 8 cents. À cause des setups qu'on devait faire, à cause du nettoyage des tanks qu'on devait faire, à cause de plusieurs choses. Donc, si on croit qu'on demeure toujours à 1 cent alors qu'on est en train de diversifier notre offre, là, on se trompe. C'est souvent le cas. On va voir une croissance d'une entreprise en termes de volume d'affaires, mais on ne verra pas nécessairement l'impact direct sur le bénéfice. Puis même, des fois, on va voir le bénéfice baisser en termes de dollars. Mais tu as raison. Souvent, on voit ou on entend ça, une belle croissance au niveau des ventes, puis tu dis, mais ça se peut pas, il y a des pertes financières en bout de ligne. Il y a quelque chose qu'on fait de travers. Puis tu dis que souvent, malheureusement, on lève le drapeau trop tard. Donc ça, c'est dommage. Donc, gardez ça à l'esprit. L'autre question que j'aurais envie de te poser, c'est, autre pour le calcul des bénéfices, quel est l'autre critère important à considérer avec cette culture du calcul du coût de revient? Est-ce que ça nécessite l'implication de beaucoup de gens dans une organisation? Parce qu'on a tendance à penser que c'est un exercice purement financier. On laisse les gens de finance maîtriser, calculer ça. Mais c'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est un gros travail d'équipe. Parce que, comme je vous le disais, c'est une activité qui entraîne des coûts. Donc, l'activité d'approvisionnement, si la personne en approvisionnement n'est pas au rendez-vous, on manque de l'information. À l'activité de production, si le directeur de production n'est pas en place ou si l'ingénieur de procédé n'est pas en place, on va manquer de l'information parce que le coût de revient, l'établissement du coût de revient va loin. Si on veut répartir le coût électrique par produit, il faut connaître le cheminement de ce produit-là, connaître quelle machine va l'utiliser, puis cette machine-là va utiliser combien d'électricité. Donc, on va jusqu'à calculer le coût au kilowattheure pour savoir... C'est très, très détaillé. C'est ça, souvent, peut-être qu'on fait moins... Mais tu dis quelque chose par rapport au coût par exemple, l'activité approvisionnement. Est-ce que on parle de productivité à quelque part aussi, à mot couvert. Hein? On parle de ça aussi quand on parle d'une activité puis des coûts qui sont reliés à l'exercice de cette activité-là. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le détail, dans cet exercice de calcul de coût de revient, dans le détail qui va impliquer de déterminer, par exemple, le coût d'un cycle de traitement d'une transaction? Est-ce qu'on va jusqu'à dire de l'émission d'un bon de commande jusqu'à son paiement de facture? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à déterminer ce genre de choses-là dans l'exercice du coût de revient? Effectivement, oui.
OK? Normalement, on devrait le faire. Normalement, on devrait le faire. Puis, je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est déjà passé. C'est qu'il y avait une entreprise qui était en croissance, mais que son bénéfice diminuait. Donc, il y avait 3 types de clients. Donc, il y avait le client c'est un recouvrement de plancher. Donc, il y avait des clients qui étaient j'ai mom and pops en tête, mais les particuliers qui se rendaient au magasin pour acheter des produits. Il y avait les contracteurs, puis il y avait aussi le secteur institutionnel, le gros contrat. Donc, l'entreprise avait l'habitude, comme plusieurs entreprises dans la construction, ont l'habitude de mettre un 20 de frais administratifs. Un flat 20 Un flat de 20 alors qu'un frais administratif n'est pas variable. Tu sais, si on dit que c'est 20 c'est pas variable. Un frais administratif est souvent fixe. Donc, c'est le coût de l'émission d'un bon de commande qu'il faut déterminer. Dans ce cas-là précis, le coût de bon de commande était de 250 $. Donc, le particulier qui arrivait avec une facture moyenne, on a calculé combien, en moyenne, on vendait au particulier à 500 $. On pensait qu'on faisait du 40 de profit là-dessus, alors que les contracteurs, on en fait, mettons, 30 parce qu'on donne plus d'escompte à un contracteur. Mais en vérité, ça coûtait 250 $ moins le 40 T'sais, on pensait qu'on faisait 40 mais on perdait 10 au bout du compte avec la facture moyenne des particuliers. Puis en revanche, charger 20 d'un contrat institutionnel à 100 000 $, c'était beaucoup trop élevé. Alors qu'on disait que, ben non, combien de bons de commande que ça te prend pour ton contrat de 100 000? C'est 5 bons de commande, mais c'est 5 fois 250 le coût. Et non 20 000. L'impact, là. Donc, ils ont perdu certaines ventes aux particuliers parce qu'ils ont décidé de mettre une politique d'une commande minimum pour ne pas avoir ce coût-là. Pas avoir de commande en perte ou de charger un flat rate pour 50 $ pour si vous commandez en bas de 500 $. T'sais. Puis, de l'autre côté, au niveau institutionnel, ils sont allés chercher beaucoup de contrats. Donc, ça permet un ajustement. Puis, tu sais, c'est carrément dans la lignée de ce qu'on dit tout le temps. On veut être profitable, on veut être compétitif. Puis il faut que nos prix, à la fin, sur nos marchés, ils soient représentatifs aussi. Puis on veut être capable de concurrencer. Parce que souvent, on le perd de vue, ça. On a des dirigeants qui disent, on rentre dans les nouveaux marchés, il faut être compétitif, il faut des prix attrayants, etc. Mais on sacrifie souvent des marges et des profits, ou on fait l'inverse. On veut à tout prix une certaine rentabilité, quitte à ce que sur certains marchés, on soit plus compétitif. Donc, c'est intéressant, ça, dans l'exercice, qu'on tente tout le temps d'atteindre cet objectif-là. Mais ça m'amène aussi, là, quand j'y pense au niveau des transactions, tu sais, nous, on pousse aussi beaucoup auprès de la chaîne d'approvisionnement en général, la nécessité, sinon l'obligation en ce moment, surtout en 2004, de s'automatiser. Ouais. De trouver des façons de traiter ces transactions-là dont on parle de façon plus rapide, avec moins d'erreurs, plus exacte, etc. Donc, tu es d'accord à dire que tous ces outils-là qui viennent vraiment améliorer notre productivité sur des activités récurrentes vont directement impacter, à quelque part, le coût de revient, le fameux coût de revient. Tout à fait. Fait que c'est pas rien, là. C'est quand même quelque chose de majeur. Oui, parce que, tu sais, le fait de ramener les coûts à un taux horaire, parce que chaque activité on demande un certain temps. Donc, la base de la comptabilité par activité, c'est de ramener les coûts, justement, par activité. Donc, si une activité, exemple, l'activité d'approvisionnement, on est capable d'établir les coûts divisés par le nombre d'heures passées pour cette activité-là, puis qu'on arrive avec un coût standard de, exemple, 120 $ de l'heure. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que, tu sais, c'est mon activité qui est la plus coûteuse, exemple, dans l'entreprise. Mais qu'est-ce que je peux faire pour diminuer le temps de cette activité-là pour réduire l'activité, exemple, à 90 $ de l'heure? Donc, c'est là, tu sais, on ne s'attardera pas aux activités qui ne demandent pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement un impact. Tu sais, exemple, on peut avoir une activité qui est le sablage de finition qui nous coûte 8 $ de l'heure. C'est pas là-dessus qu'on va essayer de travailler pour réduire le coût de l'ensemble de nos produits, mais sur l'activité qui coûte cher, là. Puis les outils, puis on dit toujours, les outils, ça te permet de travailler mieux, de travailler plus vite, de façon plus exacte, avec plus de gouvernance. Mais en même temps, plus tu as d'outils, moins tu as besoin de continuellement ajouter des ressources aussi à une espèce de cercle vicieux qui fait que tu peux avoir une croissance dans ton volume de vente
Puis en même temps, atteindre un niveau de ressources qui est relativement stable pour combler ce volume supplémentaire-là. C'est pas nécessairement pour diminuer le personnel en place, mais c'est d'être en mesure de pouvoir avoir une croissance sans nécessairement augmenter le personnel. Tout le temps de suivre. Donc, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs notions là. On a vraiment l'obligation absolue d'accroître et de développer ses connaissances en analyse de coûts. On n'est plus dans le prix du produit, mais on est vraiment dans l'analyse de coûts. Parce qu'il semble que ce soit une problématique là, au niveau des compétences en appro aujourd'hui. Dans toutes sortes d'organisations, on va au plus rapide puis on creuse pas. Donc, il y a un impact là-dessus parce qu'on contribue à nourrir un peu le coût de revient. Puis en même temps, comme gestionnaire de cette activité-là, ben, tu nous as donné des trucs, puis il y a des éléments qui ne mentent pas non plus. S'outiller, faire mieux, puis avec des ressources en nombre relativement stable, ça a des bonnes indications aussi. Si on parlait du coût de revient, sûrement dans les entreprises que tu as vues, que tu as observées, avec qui tu as travaillé, il y avait la notion, à un moment donné, d'importation. On importe à l'international. C'est une situation qu'on a commencé à retrouver. Pendant la pandémie, les gens disaient non, on s'en va, on rapatrie, on fait du local. Finalement, ça ne s'est pas tout à fait matérialisé comme ça. On a continué à importer. Mais il y a des éléments de coût qui sont fondamentaux là-dedans. Oui. Puis qui viennent, sur ton coût de revient, qui viennent impacter directement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on oublie les coûts? La question est bonne. C'est comme quelque chose qui ne sera pas reflété. Le prix de revient, c'est vivant. C'est pas quelque chose qu'on met en place un jour puis qu'on dit on vit avec. Donc, la première étape, c'est d'établir un standard. Donc, on établit nos coûts à partir d'un... J'aime pas travailler avec le passé. En passant, on a l'habitude de travailler avec des données, mettons, projetées. Pas historique, non. Pas historique. On peut partir de l'état des résultats de l'entreprise, mais avec une colonne d'ajustement, dire, on sait ton coût de loyer, est-ce que ça va être 4 000 par année? Non. Par mois? Non, ça va être 5 000 à partir de juin. Mais on va faire cet ajustement-là pour en tenir compte dans le coût. Le coût d'acquisition d'une machine, c'est hyper important. Si notre planification stratégique, c'était de dire que on veut acheter de la machinerie neuve éventuellement, mais il ne faut pas se fier au coût passé. Que j'ai eu un deal parce que je commençais, puis je l'ai acheté usagé à 10 000. La prochaine que je vais acheter me coûte 100 000, mais on va travailler avec le 100 000. L'entreprise doit générer assez d'EBITDA ou de profit avant amortissement pour pouvoir se permettre de renouveler sa flotte. Donc, la pérennité de l'entreprise va passer par une stratégie d'acquisition future et non passer sur le passé. Donc, pour bien répondre à la question, effectivement, il va y avoir certaines choses qu'on va avoir oubliées. Donc, ça peut en être une. Donc, le standard peut être amené à être revisé. Donc, tu sais, c'est un exercice qu'on doit faire de façon annuelle, de venir reviser nos paramètres. Mais tu sais, un bon système de costing est basé sur des paramètres faciles à mettre à jour. Paramètres de main-d'œuvre, paramètres le matière première, souvent, il va être relié avec un ERP, un MRP. Puis le MRP va venir feeder l'information du costing. Mais c'est quand même assez facile et flexible à mettre à jour. Fait que c'est pas fatal s'il y a des éléments non plus dont on n'a pas tenu compte. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis encore là, il y a la contribution de l'approvisionnement. Tu dis, par exemple, mais je comprends aussi qu'il faut s'aligner avec le marché. L'exemple de ce qu'on a eu à pas cher dans un contexte bien particulier, encore là, le professionnel de l'approvisionnement, puis ça m'a amené sur un autre sujet, doit être là pour ramener un peu les éléments de prévision du marché. Le marché dit quoi si on a renouvelé cette machine-là, par exemple, ou en acheté une nouvelle? Il faut que ce soit actualisé. Donc ça, c'est intéressant dans leur rôle aussi de contribuer à ça. Si je fais un saut dans la planification stratégique, ça, c'est des éléments, coût de revient, qui peuvent potentiellement être discutés dans un contexte de planification stratégique où on va juste faire la discussion sur, nous, on veut, l'année prochaine, dans les 2 prochaines années, atteindre tel niveau de profitabilité, puis après ça, on décline les initiatives pour y arriver. Comment c'est adressé, ces sujets-là, dans les réunions de planification?
Bien, je dirais que ça dépend de chacune des entreprises, mais par expérience, de ce que j'ai vu, on ne va pas nécessairement au détail par produit, mais par ligne ou par marché. De dire, tu sais, le marché, exemple, dans le pharmaceutique, on doit déjà donner beaucoup d'escomptes pour pouvoir être présent. Si on vend notre produit sur le web, on a peut-être moins de frais à donner, mais tu sais, on a quand même une idée en planification stratégique par segment de marché, lesquels qu'on devrait pousser. Donc, les canaux, par exemple, les canaux de distribution, ce dont tu parles, c'est par exemple, quelqu'un veut distribuer dans les Jean Coutu, dans les Brunet ou dans les pharmacies. Déjà, si on choisit ce canal-là, tout de suite, automatiquement, on sait qu'il y a des coûts qui sont associés à ça, puis il faut en tenir compte tout de suite. Là. Exactement. OK. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et dans la planification stratégique, est-ce qu'on vient cadrer un peu comment on va aligner ça? Comment ça s'inscrit dans non seulement notre mode de développement, mais dans notre mode de gestion financière? Comment est-ce qu'on adresse ces notions-là aussi? Il n'y a pas de façon standard de l'adresser, mais ce qui revient, mettons, le plus souvent... Ce qui peut revenir, c'est les problématiques. Donc, ce qui est important, c'est que j'aime dire, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, ce qui est emmené en planification stratégique, se doit d'être mesuré. Si on dit qu'on s'enligne vers tel produit pour la prochaine année, mais c'est important de connaître la contribution de chacun de ces produits-là. Donc, il y a des produits qui peuvent être emmenés en planification stratégique. On ne va pas là parce que plus qu'on va en vendre, moins qu'on va avoir de profit. Ou on élimine ces produits-là pour essayer de créer une nouvelle ligne qui va être avec un nouveau prix, parce que souvent, le prix, on est pris avec. Il y a deux façons de pouvoir faire plus d'argent avec. Soit qu'on diminue le coût, soit qu'on augmente le prix, mais souvent, le prix, on est limité parce que le marché est capable d'absorber une portion, mais pas au complet. Donc, on essaie de travailler sur les coûts à ce moment-là, ou d'abandonner tout simplement, puis de refaire un nouveau produit avec un nouveau prix. Donc, là, à ce moment-là, on est en mesure peut-être de pouvoir passer à une augmentation de prix. Puis là, dans les nouveaux produits, à la conception des produits, on en parle souvent aussi de s'assurer que dès la conception, la notion du prix pour le faire va déjà être considérée. Parce que si on le fait trop tard, bien, il est trop tard, puis on a un produit sur lequel on a planché pendant des mois, puis finalement, on se rend compte que c'est pas viable, parce que c'est pas soutenable, parce que ça coûte trop cher. J'aimerais ici, Claude, faire une référence au baromètre CITIC que je salue déjà en passant. C'est leur 15e édition. C'est un baromètre qu'on fait, donc c'est le reflet des enjeux, des défis, des problématiques et des beaux succès aussi dans le secteur manufacturier au Québec. Et il y a des choses intéressantes dans ce rapport-là, mais notamment qu'en 2023, on a noté, par exemple, que le taux de croissance des revenus avait ralenti. Donc, pas les ventes, le taux de croissance. Bon, déjà, il y a une indication, on en a parlé aussi dans les médias. On a noté aussi que les marges, malgré les taux d'intérêt, malgré l'inflation, parce qu'on a été frappé beaucoup par ça en 2023, les marges sont restées relativement stables. Mais ce sur quoi je veux avoir ton avis, c'est sur le commentaire suivant, qui est à l'effet que la majorité ont compensé ces augmentations-là avec des augmentations de leur prix aux clients. Et là, je me dis, non. On acceptait ça pendant la pandémie, puis même après. Je pense que les clients se disaient, si je veux continuer à avoir mes produits, avec tout le contexte et le chaos dans la chaîne d'approvisionnement, j'ai pas le choix, il faut que je paye une prime. Je comprends, les entreprises sont assujetties à ces augmentations-là. Mais c'est pas quelque chose qui devrait être une stratégie durable, là. Elle devrait être vraiment... Mais ça, est-ce que c'est le reflet aussi de quelque chose qui va moins bien, où on dit, j'ai des augmentations de coûts, je fais juste les passer à mes clients, puis j'augmente mes prix? Je pense que la pandémie a été il y a deux volets. OK? Il faut faire attention. Il y a comme deux volets. Par expérience, il y a des entreprises qui étaient, avant pandémie, sur le respirateur artificiel. Donc, s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, les entreprises étaient dues pour mourir anyway. Donc, il y a eu des ajustements de prix qui ont fait du bien à certaines entreprises qui avaient besoin d'air.
Par contre, il y a d'autres entreprises qui allaient quand même bien, qui ont suivi aussi, qui ont suivi le pas. Puis, ce que ça dit, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui en ont profité pour réduire les coûts au lieu d'augmenter leur prix de vente. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux volets. Il y a une entreprise qui en avait absolument besoin. C'est le deuxième groupe d'entreprises qui me préoccupe. C'est le deuxième groupe, effectivement, qui devrait aussi travailler parce que c'est temporaire. C'est plus facile. C'est plus facile. Puis c'est temporaire. À un moment donné, ça nous rattrape. Si on n'est pas compétitif, notre compétiteur va s'organiser pour l'être. S'il y a une stratégie de croissance, puis que cette stratégie de croissance-là, c'est d'aller chercher une part de votre marché, si vous n'êtes pas en contrôle de vos coûts, ou si vous n'êtes pas nécessairement, vous maximisez pas les coûts, à ce moment-là, le compétiteur peut prendre une longueur d'avance. C'est exactement ça. Puis dans cette étude, c'est ce qu'on révèle aussi. C'est qu'en même temps de toutes ces données-là, on vient dire, oui, on a des appétits pour développer, on a des appétits pour gagner de nouveaux marchés, mais en même temps, on se soucie pas trop de l'aspect compétitif. Donc, il y a quelque chose qui est comme pas très clair dans la façon dont on gère ça, mais il faut, si on veut soutenir notre compétitivité, mais ça demande de la discipline, ça demande du courage, ça demande du suivi, ça demande beaucoup de choses de gérer. C'est un discours qu'on entend souvent, nous, comme professionnels de l'approvisionnement. Il faut réduire les coûts. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut y aller vraiment profondément. Là. Je veux dire, c'est pas juste de dire j'ai réduit des coûts. Il faut vraiment s'attaquer à quel coût on veut réduire. Puis pour ça, il faut les connaître. Exact. Si on les connaît pas, on peut pas. Comme je disais tantôt, on peut pas améliorer quelque chose qu'on mesure pas. Donc, il faut bien connaître nos coûts. Et c'est quelque chose qu'on ressent, je trouve, en ce moment. Là. Il y a eu effectivement l'inflation, il y a eu beaucoup d'ajustements. Et il y a des entreprises aussi qui me partagent qu'on acceptait de payer plus cher. Là. Il y avait un impact de la pandémie, on acceptait mais c'est fini. Là. Il n'y a plus de problème de disponibilité de beaucoup de choses en ce moment, sauf certaines exceptions. On a accès à ce dont on a besoin pour produire, mais il reste que là, les prix avaient pris une certaine tendance à la hausse. Et puis ça peut être au niveau de la réputation aussi pas nécessairement très bien d'être assimilé ou associé à une entreprise qui, de toute façon, ne gère pas ses coûts et passe aux clients. Oui. Ça peut être aussi dommageable à différents points de vue. Donc, qu'est-ce que tu donnerais, Claude, comme truc ou comme conseil? Ou comment tu aborderais cette notion-là chez un dirigeant, par exemple, pour qui c'est pas nécessairement intégré dans sa culture? On n'est pas nécessairement dans la dynamique de revoir ses coûts, mais de juste un peu surfer sur sa vague de croissance et de popularité. Comment tu te prends? Comment tu les embarques dans cette culture de vrai calcul de coût de revient? Comment tu les convaincs? Souvent, il va y avoir un signe. Lorsque l'entrepreneur ou la personne responsable des prix au niveau des ventes, souvent l'entrepreneur va se garder ce privilège-là d'établir qu'il va faire ses soumissions. Puis on va souvent arriver à un profit de, exemple, 20% sur notre soumission, mais la question qui se pose toujours, c'est pourquoi que je fais 10 au bout du compte? Je comprends pas pourquoi. Dans les états financiers, le final, c'est pas reflété. Ça reflète pas ce que... Donc, souvent, ça provient d'une méconnaissance de nos coûts. Puis, c'est souvent au niveau de la main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre est à 95% sous-évalué par la majorité des entreprises. La majorité des entreprises vont travailler avec le coût de main-d'œuvre plus 20% environ pour payer les déductions à la source. Mais ce qu'on ne tient pas compte, c'est les congés fériés. On dit que c'est 4 mais c'est faux, c'est pas vrai que c'est 4 On n'est pas capable de charger 365 jours de nos employés. On ne le fait pas. Non. On charge peut-être 230 jours par année. Donc, c'est 10 jours sur 230, c'est plus 4 On est rendu à 4,4. Donc, le temps que je ne charge pas, le temps est productif. Il faut qu'il soit dans mon taux. S'il n'est pas dans mon temps, tu sais, lorsque je prends mon temps pour dire, bon, mais combien que ça me prend de temps pour faire telle pièce, mais je ne calculerai pas le temps qui est aux toilettes. Je ne calculerai pas le temps qui est en train de parler avec une autre personne. Je ne calculerai pas le temps qui est en train de déplacer un chariot. Donc, on calcule souvent le temps à valeur ajoutée, mais tout ce qui est non valeur ajoutée. Puis souvent, on va faire le saut. C'est entre 20 et 25 Donc,
un taux moyen d'entreprise, c'est le taux de main-d'œuvre, puis on le majore aux alentours de 50 prix de revient. À cause 50 du taux. Ouais, donc, souvent, le taux est sous-évalué. Fait que c'est intéressant parce que je fais un lien aussi avec quelqu'un qu'on a rencontré, Sylvain Thibouteau, qui nous a parlé, entre autres, de projets d'approvisionnement au Mexique. Et dans le cadre de cette discussion-là, bien, on parlait justement de main-d'œuvre. Dans ta production, par exemple, si c'est très labor-intensive, il peut y avoir un intérêt à aller faire fabriquer ta pièce ou à aller travailler avec des gens à l'extérieur où le coût de main-d'œuvre va être moindre. Mais l'élément clé, c'était de le connaître, son prix de main-d'œuvre réel. Et là, c'est vraiment une problématique parce que ça peut déterminer si ton projet va être à succès ou si ça va être un échec. Tout à fait. Donc, c'est l'élément déclencheur de beaucoup de choses, la connaissance de ces coûts-là. Et donc, toi, tu dis que le coût de main-d'œuvre, c'est celui qu'on a le plus de mal ou qu'on sous-estime le plus souvent. Oui. C'est fou pareil. Alors que ça prend beaucoup de... Oui. Le deuxième élément, c'est une mauvaise répartition des frais généraux. Ça arrive fréquemment. On va prendre une clé de répartition alors qu'un frais généraux ne varie pas en fonction d'une seule clé. T'sais, l'électricité varie en fonction de la consommation et de l'espace, parce que l'éclairage et le chauffage est en lien avec l'espace, mais il y a une consommation directe aussi qui est les kilowattheures de la machine. La main-d'œuvre indirecte, si j'ai un responsable d'un département puis que ce produit-là passe par ce département-là, je peux pas dire que cette personne-là va être sur tous mes produits. Le superviseur de ce département-là, c'est 100% supervision de ce département-là. Donc, c'est faux de venir de mettre un pourcentage fixe à chacun des produits. Oui, de généraliser tout. Mais la question qui me vient, là, tu expliques ça, Claude, c'est... Qu'est-ce que ça prend pour réussir cet exercice-là? Est-ce qu'on a la capacité à l'interne tout le temps de faire ça de façon autonome? Un exercice aussi... parce que ça semble être un exercice quand même ardu. Si on veut le faire sérieusement, il faut suivre une certaine méthodologie. Oui. Est-ce qu'on a les capacités à l'interne de faire ça vraiment? Mais c'est du gros bon sens. OK? C'est du gros bon sens, mais ça... Lorsqu'on a la recette, ça va bien. Je pense qu'on est tous capables à la maison de faire quelque chose à partir d'un plat un peu spécial, mais si on a un bon livre de recettes, on va être en mesure de pouvoir le faire. Le prix de revient, c'est du gros bon sens. C'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui engendre ce coût-là? Puis mon produit, il passe-tu par ce chemin-là? Donc, ensuite, là, la soumission, ça devient quand même assez simple. On allume des lumières. OK, j'ai une réception de marchandises. Oui, il passe par le département de sablage. Oui, il passe par le département d'assemblage. Oui. Donc, on allume certaines switches, puis on arrive avec notre coût. Mais oui, effectivement, c'est une méthodologie. Si on a une recette, un bon livre de recettes, on va être en mesure de pouvoir arriver à quelque chose de vraiment précis et intéressant, là. Mais il faut l'élaborer. Si on n'est pas capable de faire la recette, mais c'est bon de demander à un spécialiste en prix de revient. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est peut-être le genre d'activité où on va être accompagné aussi pour pas, perdre de temps, puis le faire correctement aussi. Oui. Puis peut-être des choses qu'on va avoir tendance à compliquer, qui sont simples, puis d'autres qu'on va sous-estimer, puis sont vraiment critiques. Puis surtout que lorsque le livre de recettes est en place, on peut venir faire certains ajustements d'ingrédients ou ces choses-là, mais le gros du travail est fait. T'sais, ce qui va varier par la suite, c'est nos paramètres. C'est mon budget pour l'année prochaine. Bon, je vais avoir tel coût qui s'en vient. On le met dans nos paramètres. On vient, des projections. On vient rajouter nos coûts. Tu sais, c'est quoi mon coût de main-d'œuvre? On vient rajouter notre coût. Puis, tu sais, je parlais de temps improductif. Il y a une façon de pouvoir le calculer, de pouvoir le benchmarker. Là. C'est d'aller sur le plancher. Si on dit que c'est 25 qu'on a établi notre standard à 25 mais je fais ma tournée de plancher, puis... Montre-moi. Puis je vais regarder le nombre de personnes qui sont en train de mettre de la valeur ajoutée. Donc, si j'ai 4 personnes puis qu'il y en a une qui n'est pas en train de mettre de la valeur ajoutée, mais mon 25 est bon. T'sais, donc, si je fais ma tournée puis je fais plusieurs tournées, mais alors qu'il y en a 2 et non une, à chaque fois, qui n'est pas en train de mettre de la valeur ajoutée, mais là, je me pose des questions. Est-ce que c'est 25 ou je suis rendu à 50 Donc, c'est vivant, là. T'sais, on parlait tantôt peut-être de manquer certaines choses, mais il y a des façons de faire par la suite pour aller chercher de l'information réelle sur le plancher pour venir benchmarker. Oui, valider puis confirmer tout ça en s'en allant. Donc, c'est de monter un cadre, de paramétrer
puis qu'est-ce qu'on veut retenir, puis après ça, bien, voir s'il y a des ajustements, des modifications à faire. Exact. C'est quand même intéressant de... Parce qu'on peut pas en faire fi, puis c'est quelque chose qui tout le temps revient, puis on est un peu maladroit, puis il y a des mythes, puis il y a des croyances autour de ça. On va dire, c'est bon, mais c'est pas bon, ça peut nous brimer. Après, ponctuellement, on peut décider de faire fi, puis dire, je sacrifie un peu de marge là, ou j'augmente les prix là pour un besoin spécifique ou je les réduis, mais il reste que ça prend une base, ça prend un cadre. Mais on le fait de façon consciente, au moins. C'est ça. On peut avoir ce qu'on appelle des loss leaders, là, où je dis, ce produit-là, j'ai pas le choix, mais lui, il va m'emmener telle chose. Mais au moins, je suis conscient de... Puis, je sais qu'il prend une petite proportion par rapport à... Mais l'important, c'est, en ayant conscience de nos coûts, ça nous permet une stratégie de développement qu'on n'aurait pas sans ça. Ça nous permet de focusser sur les bonnes choses pour pouvoir faire croître l'entreprise. Faire croître l'entreprise où est-ce que l'argent va entrer et non sortir. Et c'est là, tout à l'heure, comme on disait, les décisions plus difficiles à prendre, ça peut être vraiment de laisser tomber, d'abandonner certains produits, de réintroduire des choses qui vont être plus rentables, qui vont nous permettre de gagner des marchés aussi avec de la compétitivité. Oui. Puis un point par rapport à ça qui est important, c'est que lorsqu'on détermine les frais fixes par rapport à nos frais variables, ça, c'est une des premières choses qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise. On vient départir le fixe du variable. Si j'ai une contribution de 25 % de mes produits, puis que j'ai des frais fixes, exemple de 1 million, lorsque j'atteins le 1 million, donc, je reprends ça. Là. Si j'ai une marge de 25 % des frais fixes d'1 million, je prends le million, je le divise par 25 %, je sais que c'est 5 millions de chiffre d'affaires que ça me prend pour arriver break-even, pour arriver à un point mort à zéro. Donc, tout ce qui est en haut de 5 millions, je vais faire 25 cents de la pièce. Donc, là, ça devient drôlement intéressant. Tu sais, dans une stratégie de croissance où est-ce que je suis en contrôle de mes coûts, je le sais qu'après 5 millions, chaque dollar de plus qui va rentrer dans mon entreprise... Je peux être très ciblé, là aussi. Là. C'est ça. Je vais me rapporter un 25 cents. Donc, si je veux être agressif et aller chercher une part de marché, je suis en mesure de pouvoir réduire mes marges parce que quand même, mettons que je donne un 10 % supplémentaire, je vais quand même faire du 15 % sur mon produit parce que mon point mort est atteint. Donc, c'est hyper important. C'est des outils incroyables pour vraiment déterminer des stratégies, développer des marchés, introduire des produits, lesquels, à quelle vitesse aussi. C'est des projections qu'on peut prendre aussi. Moi, j'aime beaucoup cet élément aussi de considérer ça, non pas comme un fardeau ou une obligation, quelque chose de lourd, mais comme un outil pour prendre la décision. Puis je fais un suivi juste sur ce point-là, parce que dans le Journal des affaires récemment, en avril, là, il y avait un dossier PME, il y avait un reportage aussi avec un historique d'une microbrasserie. Et c'est intéressant parce que les ventes étaient pas au rendez-vous, les coûts augmentaient, là, ça allait pas bien. Effectivement, tu disais tout à l'heure, à un moment donné, on se dit « Oups, il y a quelque chose qui va pas bien », c'est quand c'est... Bon, dans ce cas-ci, c'était pas trop tard, mais on était avancé un peu dans le processus. Mais vraiment, et puis je cite vraiment, c'est « L'entreprise s'est dotée d'un outil d'aide à la décision, le calcul du prix de revient. » On l'avait pas fait avant. Fait qu'il y en a vraiment qui démarrent, qui sont dans des cycles de croissance plus ou moins importants, puis qu'à un moment donné, ils disent « Oh, il faudrait peut-être que je m'attarde à faire ça. » Mais c'est assez étonnant qu'on puisse se lancer maintenant sans ça. Je trouve que c'est intéressant. Et pour réduire ses coûts, il faut d'abord les connaître. Tu l'as dit tout à l'heure. Exact. Il n'y a pas de secret. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. C'est incroyable. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, nos dirigeants, nos professionnels de l'approvisionnement, tous ceux qui œuvrent aussi dans le secteur financier autour des entreprises, manufacturières ou non? On a dit que c'est pas juste les entreprises manufacturières. Qu'est-ce que tu leur laisses comme message, comme tous ceux qui hésitent encore, qui sont encore sceptiques sur le fait que cette méthodologie du calcul prix de revient va les aider dans leur stratégie de croissance? Qu'est-ce que tu leur dis? Donnez-vous les moyens. Il faut se donner les moyens. La connaissance de nos coûts va nous permettre de contrôler une croissance. Une croissance incontrôlée peut nous mener à la faillite. C'est le fait de bien contrôler sa croissance
est synonyme de bien contrôler ses coûts. On est en contrôle des coûts, on contrôle notre entreprise. Si on ne contrôle pas nos coûts, puis qu'on prend certaines décisions improvisées, mais ça peut courir à la perte de l'entreprise. Puis toujours, je rappelle encore le défi du maintien de l'équilibre entre profitabilité puis compétitivité. C'est toujours, il ne faut pas sacrifier un au détriment de l'autre non plus. Puis une des façons d'y arriver, c'est de devenir des kings dans le calcul du prix de revient. Oui, parce que votre compétiteur, peut-être qu'il va le faire. Donc, lui, c'est sa démarquer. stratégie, c'est de venir tasser certains compétiteurs puis qui est en contrôle de ses coûts. Malheureusement, ça peut arriver. Claude McKenzie, c'était un plaisir, très informatif. J'espère que beaucoup de gens partagé, vont retenir certains éléments. Ils vont peut-être se reconnaître aussi dans des situations qui sont peut-être un peu plus fragiles, plus à risque. Mais j'espère qu'on a pu les convaincre de s'attarder au calcul du coût de revient. Merci beaucoup. Merci, Claude. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.